Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. J'entends imprimer une nouvelle dynamique, a déclaré à Bamako ce matin le chef d'État, colonel Assimi Goïta. Quelques heures après sa prestation de serment, le nouveau président de la transition a nommé Choguel Kokala Maïga à la tête de la primature. Quel avenir pour la gestion de cette transition? Quelle analyse du discours du nouveau président? Faut-il s'attendre à d'autres sanctions de la communauté internationale? Comment réussir le défi de cette transition? Nos invités, Fodé Tandjougoura, sociologue, Modibo Mao Makalou, économiste, Dr Yacouba Dogoni, sociologue. Je suis Imrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. J'entends imprimer une nouvelle dynamique, a annoncé le président de la transition, Modibo Mao Makalou. De quoi s'agit-il? Écoutez, on avait parlé de rectification de la transition. Je pense que lors des changements intervenus le 24 mai, c'est ce qui avait été dit, que la trajectoire de la transition devait être rectifiée. Je pense que c'était le point commun, en tout cas, entre le M5-RFP, l'opposition historique, et puis le nouveau pouvoir, donc le nouveau chef exécutif de la transition. Donc il s'agit maintenant de voir comment aller de nouveau pour quand même donner un nouveau souffle à la transition, parce qu'on avait senti quand même qu'il y avait quand même quelques dysfonctionnements, notamment au niveau de l'exécutif, surtout entre le gouvernement, la primature et la présidence de la transition. On avait senti des dysfonctionnements et le duo à la tête de l'exécutif semblait quand même s'accorder, mais moins avec le gouvernement pour des raisons diverses. Est-ce que vous vous êtes inscrit dans sa logique? Alors, effectivement, cette nouvelle étape constitue, ou doit plutôt constituer une rupture avec ce qu'on a vu jusque-là depuis le début de la transition. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de tiraillements qui se sont soldés par des dysfonctionnements, n'est-ce pas, au niveau du traitement des dossiers. On parle des dossiers au niveau des pôles économiques, on parle d'autres réformes qui n'auraient pas abouti parce qu'au niveau de l'exécutif, il n'y avait pas une ligne politique bien définie et un accord autour des différents dossiers qui sont en instance. Donc, cette investiture, nous la plaçons sous le signe de la rupture, d'autant plus que dans l'annonce du chef de l'État, on a vu qu'un certain nombre d'annonces consacrent cette rupture avec notamment la forme ancienne de gouverner. Maintenant, le reste, ça se fera dans les faits qui vont suivre. On verra bien ce que ça va donner dans les jours à venir. Docteur Yacouba, quelle est votre lecture sur le fond de cette investiture du président de la transition? Ok, merci beaucoup Ibrahim. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de saluer tous les spectateurs du studio Tamani qui n'ont cessé quand même d'apporter leur soutien en termes d'engagement vis-à-vis du studio. Mais au-delà de cela, je voudrais aussi remercier Dr Fodé Tandjougoura qui m'accompagne sur ce plateau, également M. Makalou qui est là aussi. Je vous remercie tous. Alors pour cela, moi je pense que cette investiture, je crois que ça consacre un peu, comme Fodé l'a dit, une rupture avec l'ancien système que nous avons vu naître depuis l'ancien régime, alors qui a été déchu quand même le 18 août 2020. À partir de là, nous avons pas espéré voir un Mali nouveau, avec des pratiques nouvelles, avec un homme nouveau, malien, qui s'affiche sur la scène politique et sur la scène publique et qui prend en compte toutes les aspirations du peuple malien. Mais malheureusement, nous avons constaté qu'au fil du temps, que le gouvernement transitoire n'était pas vraiment engagé dans la dynamique comme l'avait espéré le peuple malien. C'est pourquoi M. Makoul vient de rappeler le 24 mai, il y a eu quand même un second coup de pouce qui a permis quand même à cette transition qui était dirigée par Mokhtar Ouane de rectifier un peu les tirs par rapport à ce que les gens attendent. Donc je pense que cette investiture quand même consacre un peu l'espoir pour le peuple malien de revoir un peu, de renouer d'abord avec la communauté internationale qui n'est
pas du tout, je veux dire, qui n'est pas conforme vis-à-vis des besoins du peuple malien, parce que nous avons constaté qu'avec les sanctions que nous avons subies, que nous subissons, lesquelles sanctions prises par la CEDEAO, l'Union africaine, la francophonie. Très bien. D'accord. Là, nous pensons que cette investiture va permettre un peu d'alléger ces sanctions et de permettre au peuple malien de voir un nouveau soleil émerger à l'horizon. Alors, deux investitures en moins d'une année, quelle explication peut-on donner? Est-ce que ça veut dire que la première investiture n'était pas logique? Non, c'est pas ça. Je pense que si la transition change de chef, il faut que la personne qui est investie président prête serment à nouveau, parce que les fonctions de vice-président et les fonctions de président sont différentes. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Quand vous regardez le contenu des fonctions, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que le vice-président précédent chargé de la transition était chargé des questions de défense et de sécurité. Donc, quand vous êtes président de la transition, vous êtes président de l'exécutif. Donc, vous êtes le chef de l'État. Donc, vous êtes un peu la clé de voûte des institutions, conformément à la charte de la transition, mais aussi à la Constitution de février 1992. À l'entame de ce propos, le nouveau président a appelé à la cohésion sociale et à l'union. Sur quelle base cette cohésion pourrait avoir lieu? Écoutez, je pense que la tâche n'est pas simple. Je pense que les défis sont immenses, mais je pense que le nouveau chef de la transition, chef de l'État de la transition, a mesuré les défis. Parce que j'ai vu que le discours était court, concis, et il y a eu des effets d'annonce. Je dis effets d'annonce parce que c'est très important en démocratie de donner le ton au début du mandat. Au début, en tout cas, de l'exercice du pouvoir, de donner le ton, mais il faut que ce soit suivi des faits. Donc, il faut que ce que vous dites soit accompagné de faits réels, palpables, qui vont crédibiliser ce que vous dites. Parce que si vous parlez et que vous ne faites rien, vos paroles seront en porte-à-faux avec vos actes. Et là, vous allez manquer de crédibilité. Donc, le nouveau président de la transition a fait des annonces. Nous attendons que cela soit reflété au niveau des institutions de la République et de l'État et de son entourage, de lui-même et de tout le reste. Effectivement, le discours prononcé par le président de la transition est-il rassurant par rapport à la suite de la transition? Oui, moi je pense que c'est un discours de rupture, un discours novateur. En fait, il a dit tout simplement ce que les Maliens pensent. Maintenant, comme le disait mon collègue, c'est quand même la mise en pratique de cette déclaration-là. Par exemple, la diminution du train de vie de l'État. Parce que toutes ces luttes des différentes corporations syndicales, c'est parce que l'État n'a pas montré l'exemple. C'est-à-dire que les dignitaires de pouvoir n'ont pas montré l'exemple, n'ont pas eux-mêmes diminué les revenus. Donc si on a aujourd'hui un élan dans le sens de la diminution du train de vie de l'État, et si on associe les syndicats, parce que le Front social est toujours en ébullition, je rappelle que c'est tout simplement en suspension, en attendant le retour à l'ordre normal. Donc il faut réussir à avoir la confiance pour arriver à remplir tous ces objectifs. Il faut que les syndicats, les partis politiques, tous les mouvements se mettent ensemble et qu'enfin on puisse faire cette transition et arriver aux élections. Tant que le Front social n'est pas en paix, on a beau avoir une bonne foi, mais ça ne peut pas aller parce qu'on a vu la lutte qui a continué chez les M5, on a vu la lutte qui a continué chez les syndicats. Tout ça constitue des freins dans le fonctionnement d'un État. Donc il faut parvenir à avoir la confiance des syndicats, mais aussi de la société civile. C'est quelque chose qu'il faut bien retravailler parce que la confiance est considérablement effritée suite à des promesses faites aux syndicats pendant longtemps et même suite à des avantages qui auraient été acquis et qui ont eu du mal à se mettre en œuvre. Donc cette confiance est nécessaire pour apaiser le front social. Je pense que ça reste un gros chantier également. Contrairement à la prestation précédente, il y avait eu une prestation d'un vice-président. Cette fois-ci,
fois-ci, on a constaté l'absence d'investiture d'un vice-président. Est-ce que c'est surprenant? Non, mais c'est pour des raisons évidentes. S'il n'y a pas de vice-président, c'est tout. S'il n'y a pas de vice-président, le vice-président ne prêtera pas serment. L'autre cas, c'était un bricolage juridique en réalité, parce que le poste de vice-président qui n'existait pas dans notre constitution, on a dû fabriquer quelque chose, voilà, pour prendre en compte un certain nombre de réalités à l'époque. Maintenant, il y a le statut du chef d'État, du président de la transition, et ce statut maintenant nécessite une prestation nouvelle de serment en tant que président de la transition. Et donc, il n'y a pas. On va reprendre la charte de la transition? Non, puisque c'était un instrument pour gérer une réalité. En fait, si on entre dans les instruments juridiques, on ne s'en sortira pas. Par exemple, de quel droit le vice-président peut démettre le président de ses prérogatives, par exemple? Donc, vous voyez que si on entre dans les dispositions juridiques, je suis pour le fait que l'on fasse table rase d'un certain nombre de choses. On a un départ nouveau. Acceptons et mettons un certain nombre de choses à côté. Sinon, le bricolage juridique, nous ne nous en sortirons pas. Les nouvelles autorités vont-elles travailler avec la charte de la transition ou de la Constitution? Moi, je crois que cette question, je pense qu'il faut être prudent avec cette charte, parce que là, il faut reconnaître que sur ce plateau, il n'y a pas de juristes. Et si nous aventurons dans cette discussion en essayant de décortiquer un peu ce que la charte prévoit et ce que la charte doit être, je crois que ça risque vraiment d'entraîner un peu un dysfonctionnement vraiment à notre égard. Et c'est pourquoi moi, j'essaie d'être prudent avec ça et de ne pas toujours prendre la charte comme étant. Mais je pense que c'est quand même une base juridique qui permet à la transition vraiment de continuer à fonctionner, de continuer aussi pour la mise en œuvre aussi également des revendications qui sont faites par la société civile et par aussi les M5. Au-delà de cela, je pense que les nouvelles autorités sont conscientes déjà de l'importance qu'il faut accorder à cette charte, mais aussi ils sont conscients du fait que voilà, c'est qu'après consultation que la consultation avec toute la société civile, les organisations socio-professionnelles également, avec les partis politiques, tout ça. Je crois que c'est à l'issue de toutes ces consultations que voilà, le Premier ministre a été choisi, parce que là, il a été annoncé quand même. Hein. Donc je pense que quand on va dans ce sens, c'est fort probable que les résultats que nous espérons avoir seront escortés compte tenu aussi de certains nombres de paramètres qui sont déjà en œuvre. Est-ce que pour vous, le discours prononcé est rassurant? Le discours, les Maliens habitués à ce genre de discours, le discours qui quand même qui motive un peu la salle, laquelle salle qui applaudit. Bon, les Maliens sont habitués à ça. Nous avons celui qui quand même a suivi le discours de Bandao était vraiment rassurant, et c'était vraiment un discours qui allait dans le sens de ce que le peuple malien attendait. Mais malheureusement, après 9 mois, nous nous sommes rendus compte que les résultats ne suivaient pas du tout ce discours-là. Et cette fois-ci, nous sommes conscients du fait que le Premier ministre actuel est carrément différent de ce que nous avons vécu dans les temps. Voilà, avec Bandao, parce que c'est quand même un Premier ministre qui fait consensus au niveau du Mali. Tout le monde est d'accord avec la constante de Choguel. Tout le monde aussi est d'accord qu'avec lui, sa portée intellectuelle et aussi sa manière de gérer déjà, son modèle de gouvernance au sein du M5, le fait d'ailleurs qu'il y a vraiment unanimité autour de la personne, et que c'est fort probable que le discours qui a été tenu ce matin soit suivi d'effet. Alors, dans son discours, on note 3 engagements à phare, notamment la réduction du train de vie de l'État, l'organisation des élections, la gestion des grognes sociales. Suivant donc la réaction, un extrait du discours du président de la transition. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Voudrais-je vous affirmer solennellement, ici et maintenant, ma ferme détermination à relever ces défis. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité qui ont toujours caractérisé notre nation et qui sont mises à rude épreuve. Il s'agit en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles
juste, transparente aux échéances prévues. Je m'emploierai également à la réduction du train de vie de l'État. D'ores et déjà, j'ai décidé d'allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du président, soit 1,8 milliard annuels aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Face à ces impératifs, aucune couche ni aucun groupe ne sera écarté, car le Mali a besoin de chacun et de tous. Quand Assimi Goïta dit à la nouvelle dynamique nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans les échéances souhaitées par le peuple, qu'est-ce qu'il veut dire exactement au peuple? C'est clair, il a dit les échéances, la charte de la transition a parlé d'une échéance, c'était 18 mois. Je pense que c'est ce qu'il réitère. Je ne vais pas m'aventurer plus que ça, mais c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce qu'il disait. Pour vous, ces engagements pris sont-ils tenables dans cette période de transition? Vous savez, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. J'ai beaucoup aimé son mot prioritaire, les domaines prioritaires, il faut les redéfinir. Donc, il y avait déjà des zones prioritaires, des domaines prioritaires qui avaient été définis par l'ancien Premier ministre. Je crois qu'il faut les revoir et voir, les réactualiser, les évaluer et voir comment on peut prioriser davantage, parce que le temps nous fait défaut, mais les ressources aussi, les ressources humaines et financières, et le temps nous est compté. Donc, quand il parle des domaines prioritaires, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, mais il a parlé des fonds de souveraineté, 1,8 milliard, vous savez, les dépenses de l'État pendant une année, c'est 2808 milliards. 1,8 milliard sur 2808, ce n'est pas grand-chose. Les dépenses de fonctionnement de l'État pour l'année 2021 font 68% des dépenses totales de l'État, budgétaires totales de l'État, sont consacrées au fonctionnement des 113 720 fonctionnaires de l'État central et des collectivités locales. Donc, je pense que c'est notre système de gestion des finances publiques qui doit être revu. Comment nous budgétisons, comment nous allouons les ressources que nous devons revoir. Parce que vous savez, les ressources sont limitées, mais les besoins sont illimités. Tout est prioritaire dans ce pays. Quand vous dites que cette réduction annoncée est faible, combien faut-il réduire le train de l'État? Non, moi, je ne le sais pas, je ne suis pas directeur du budget, c'est un travail très technique à faire. Il donne le ton, c'est important. Vous savez, quand un chef de l'État est en exercice, il doit donner le ton. Mais ça doit suivre avec une lettre de mission au gouvernement. Et c'est cette lettre de mission qui est déclinée en programme gouvernemental. Et chaque ministère doit jouer sa partition, chaque institution doit jouer sa partition. Le président va faire sa part. Est-ce que les autres vont faire leur part? Est-ce que ça va être décliné en un programme gouvernemental viable? C'est ça que nous attendons de voir. Le président Assimi Goïta a parlé de la réduction du train de vie de l'État, de la caisse noire du président de la transition. Cette annonce est l'un des engagements pris par le M5 RFP. Est-ce à dire que l'attelage M5 RFP est déjà en marche? Bon, je ne sais pas si c'est à cause ou grâce à cet attelage, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il a annoncé. Mais lorsque ça se limite à son crédit de fonctionnement, ce n'est pas grand-chose en réalité. On a le cas du CNT, par exemple. De mon point de vue, moi, je pense que le CNT, ça aurait dû être un truc forfaitaire pour que les gens y adhèrent et participent à une période transitoire. Il faut qu'on refonde, qu'on fasse des bons textes. Ça, on peut faire appel à des experts, à des gens compétents dans beaucoup de domaines, mais on en a fait une sorte de recasement, je m'excuse de le dire ainsi, mais en réalité, il faut que une fois le temps donné, que le reste se suive. C'est-à-dire qu'il y a les autres institutions qui sont là, qui ont des crédits de fonctionnement. Mais au-delà de tout ça, c'est le système même qui doit subir une mutation. Et ça va au-delà du président de la transition. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire une réforme en profondeur, on s'attaque au système. Mais cela va au-delà du président de la transition. Donc c'est une annonce qui a plu aux Maliens, mais nous attendons que ce soit autour des ministres, par exemple, que ce soit autour du CNT, par exemple.
Donc, je serais davantage réjoui si je voyais que les ministres ont réduit leurs dépenses de souveraineté, leurs dépenses de fonctionnement et que le CNT aussi a réduit son dépense de fonctionnement, etc., etc. Bon, donc on s'attend à ce que la suite vienne et que ce soit érigé en système pendant la transition. Bien avant la confirmation de la nomination du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le M5 avait annoncé qu'il y aura une réduction du train de vie, que ce soit au niveau de l'État et que ce soit au niveau également du gouvernement. Pour le moment, c'est une annonce qui nous indique que le crédit de souveraineté va connaître une diminution et le reste qui sera reversé dans les œuvres sociales. Pour l'instant, c'est ce que nous savons. Donc nous ne pouvons pas présumer de ce qui va se passer. Peut-être que ça va s'arrêter à l'annonce du chef d'État. Peut-être que ça va s'arrêter à ce niveau. Ça ne concerne que lui. Est-ce que cette réduction pourrait avoir un impact sur l'économie? Non, n'impact ça, je ne sais pas. Ce que je sais, ça a un impact positif sur les rapports de confiance entre les syndicats, le Front social, parce que l'un des arguments du Front, de beaucoup de syndicats, c'est que l'État même n'observe pas cet effort de diminution de train de vie. Or, on demande aux syndicats, on est en situation difficile, mais cette difficulté ne se traduit pas dans le comportement des institutions, des chefs d'institutions, etc. Donc, ça a un impact positif dans le dialogue entre État et les partenaires sociaux. Maintenant, dire que sur le plan économique, même si ça a un impact, c'est très insignifiant. Le fait de réduire de tels montants les dépenses de fonctionnement, que cela pourrait équilibrer le déficit, je ne suis pas sûr. Il est économiste, il peut nous édifier là-dessus. La question vous revient, est-ce que cela pourrait avoir... Vous savez, pour les prévisions budgétaires de 2021, les dépenses budgétaires totales se chiffrent à 2808 milliards. Mais les recettes, elles se chiffrent à 2155 milliards. Vous avez un déficit budgétaire de 653 milliards. Donc, nous dépensons plus que nous n'avons de ressources. Et ce déficit, comment nous le finançons? Par des bons du Trésor, par des emprunts, autres, et aussi par l'assistance extérieure. Et comme vous le savez, même la Banque mondiale vient de quand même geler temporairement ces décaissements. Et vous savez, la Banque mondiale, c'est 1,5 milliard. Ça fait quoi? 820 milliards de francs CFA de financement de notre économie. Bon, ce n'est que la Banque mondiale. Les autres institutions vont suivre. Mais tout cela, par le principe de subsidiarité, la CEDEAO, suite à la suspension de notre pays lors de la conférence des chefs d'État, avait stipulé qu'il fallait un gage de bonne volonté, y compris que le chef de l'État soit nommé, un Premier ministre civil et un gouvernement inclusif. Et c'est le cas aujourd'hui? On n'a pas le gouvernement encore. Mais on a un Premier ministre civil? Non, ils ont dit c'est conditionnel. Ce sont des mesures conservatoires suspensives. C'est conditionnel. Et toutes les autres institutions vont se référer à ce que la CEDEAO a pris comme décision contre notre pays. L'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, même la francophonie s'y est mise. Mais tout le monde va suivre la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO qui couvre le Mali. Donc, nous attendons la mise en place de ce gouvernement civil. Et je pense qu'après cela, j'ai entendu le Premier ministre qui vient d'être nommé tout de suite, il avait donné des gages de bonne volonté. Le chef de l'État, le président de la transition aussi a donné des gages de bonne volonté. Ça ne suffit pas, il faut des actes. Et je pense que ces actes peuvent venir cette semaine. Et je pense que si cela était le cas, les chefs d'État vont se réunir en réunion extraordinaire encore de la CEDEAO assez rapidement pour quand même lever cette suspension. Yacouba, l'allègement de la grogne sociale annoncé par le président de la transition, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le pays est en mesure de faire face aux revendications sociales? Revendications sociales, mais les revendications sociales qui sont suivies par des revendications économiques, je crois que c'est là où le problème va se poser. Parce que nous avons des instruments sociaux qui nous permettent aussi de faire face à ces grandes sociales-là. Par exemple, nous avons des mécanismes qui sont quand même très actifs au Mali, tels que
faire recours, par exemple, à des griots pour gérer certaines situations. Je crois que ça peut passer. Il y a aussi des commissions de conciliation qui sont aussi en œuvre au Mali. Je pense que ce sont des instruments qui nous permettent aussi de faire face à cela. Mais il va falloir que les conditions économiques soient quand même revues parce que la plupart de ces revendications sont quand même liées aussi au développement socio-économique aussi des membres du syndicat ou même des syndiqués. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens, essayer de faire face aussi à ces conditions économiques qui sont vraiment très importantes et que d'après les explications de M. Makalou, nous n'avons pas assez de ressources économiques pour faire face à cela. Donc je pense qu'il faut que des constructions soient faites à tous les niveaux, que ce soit du niveau de la présidence, du gouvernement, mais aussi du côté aussi des syndicats. Je pense que ça pourrait permettre à chacun des acteurs de pouvoir faire face aussi, de faire des efforts plutôt à leur niveau pour essayer vraiment d'apaiser un peu la situation conflictuelle qui oppose. Au cas où il n'arrivait pas à respecter, à tenir ses engagements, peut-on s'attendre à de nouveaux mouvements sociaux? À mon sens, ces mouvements sont là. Il y a quand même des mouvements d'éveil. Moi, c'est ce que j'ai compris parce que même après que le président de la transition ou même le chef de l'État ait donné l'assurance que le poste du Premier ministre deviendra au M5, le comité stratégique a continué toujours à faire des communiqués pour dire que cela n'apaisera pas quand même ou cela n'atténuera pas du tout les activités du M5 et que ces activités vont demeurer. Donc c'est une façon de dire que même si Choguel Kokala Maïga est aujourd'hui Premier ministre, cela ne va pas quand même permettre au M5 d'arrêter ses revendications parce que le M5 ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une organisation gouvernementale, c'est toujours un état d'esprit qui anime les Maliens et que les Maliens souhaitent vraiment voir ces changements-là. C'est vrai que Choguel est peut-être l'incarnation de ces changements, mais comme Fodil l'a dit, tout de suite là, il faut vraiment que la société entame cette mutation pour voir vraiment de façon très claire comment... Choguel pourrait être un bon Premier ministre. Choguel pourrait être un bon Premier ministre parce que vous avez vu le combat qu'il a mené au sein du M5, au sein du comité stratégique du M5. C'est quand même quelqu'un qui est crédible sur la scène politique. C'est chez lui qu'on voit très rarement vraiment cette imitation des acteurs politiques entre les partis politiques. C'est également quelqu'un quand même qui est un grand réconciliateur. Nous l'avons vu vraiment au sein du M5, quand on suivait les activités du M5 sur le boulevard de l'Indépendance, il a toujours tenu un discours de réconciliation. Et je pense même que lorsque ils sont sortis de la rencontre avec Assimi, avant qu'il ne soit investi, il avait aussi tenu ce discours de réconciliation quand il demandait à tout le monde vraiment de venir de penser à la reconstruction du pays, aussi à penser au renouveau du Mali. Je pense que ce sont des discours quand même qui apaisent un peu la situation et qui c'est un discours aussi de réconciliation. C'est ce que je vois comme alternative à cette crise, ou à ces crises qui animent notre pays. Est-ce que Choguel Kokala Maïga est l'homme de la situation aujourd'hui? Le Premier ministre Choguel, moi je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui plusieurs années. Lorsqu'il était ministre du Commerce et de l'Industrie et que j'étais conseiller à la présidence, nous avons travaillé sur beaucoup de dossiers. C'est un homme volontariste, humble, simple, mais d'une très grande intelligence. Très grande intelligence et aussi qui sait travailler en équipe. Parce que j'ai vu comment il a géré un certain nombre de dossiers, surtout les subventions sur le coton. Nous avons travaillé ensemble là-dessus, l'AGOA et puis d'autres sujets. Mais ce dont j'ai peur, c'est la gestion des attentes. Le Premier ministre ni le gouvernement rentrant n'ont pas de baguette magique. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est gérer. Gouverner, c'est choisir. Et une fois qu'on choisit, on mécontente. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Les ressources sont limitées, les besoins sont illimités. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des arbitrages. Et c'est ça le travail d'un Premier ministre. C'est de faire des arbitrages entre les ministères et de faire la coordination gouvernementale. Mais nous sommes un pays en crise. Les défis sont énormes. Nous en vivons une crise sécuritaire, nous vivons une crise politique, nous vivons une crise sociale. Effectivement, vous parlez que les défis sont sanitaires.
sont nombreux. Aujourd'hui, l'une des préoccupations des Maliens, c'est le rétablissement de la sécurité. Assimi Goïta, dans son discours, a annoncé que les autorités fourniront aux forces armées maliennes les ressources nécessaires pour permettre à ces forces de mener leur mission. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, la sécurité est inscrite dans les priorités des autorités? Vous savez, la sécurité, c'est un phénomène exogène. Ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons. Non plus la crise sanitaire. La crise sécuritaire, c'est une crise globale. Vous imaginez les États-Unis en Afghanistan, quelles sont les difficultés? Ils ont engagé 170 000 hommes, ça n'a pas suffi. Combien de milliards de dollars? Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'hommes, ce n'est pas une question militaire. C'est une question holistique. Maintenant, c'est un préalable. Si vous n'avez pas la sécurité, vous n'aurez pas la paix et vous n'aurez pas de développement durable et ni d'amélioration des conditions de vie des populations. Donc nous devons nous atteler. D'abord, il faut que nous, Maliens, nous nous unissions, que les autorités rassemblent les Maliens, que nous parlions de la même voix. Si nous arrivons à nous réconcilier, à nous unir, à unir nos efforts et à fixer le cap sur ce que nous voulons atteindre en tant que peuple, en tant que nation, je pense que ce serait déjà un grand pas. Mais personne seul ne peut faire quoi que ce soit. Il faut que ce soit un Mali uni et un Mali vraiment qui puisse tirer dans la même direction. Cette investiture intervient au moment où plusieurs sanctions sont annoncées contre le pays. Il l'avait annoncé. Après cette prestation de serment, peut-on s'attendre à un allègement des sanctions contre le Mali? Oui, la nomination d'un Premier ministre et la constitution d'un gouvernement. Je pense qu'il faut tout l'ossature, n'est-ce pas, d'un régime plus ou moins normal. Les gens s'attendent à ça. Et la CEDEAO est perçue comme la boussole, celle qui donne quand même le ton. Alors, on est là aujourd'hui, on a bon espoir que lorsque le gouvernement sera mis en place, et que la CEDEAO va reconsidérer sa position. Et partant de ce fait, l'Union africaine, la France, la Banque mondiale, etc., vont peut-être reconsidérer leur position. Mais ce qui est sûr, c'est que ces sanctions, nous ne pouvons pas, même diplomatiques qu'elles soient, nous ne pouvons pas rester comme ça en marge d'une communauté régionale et sous-régionale, dire qu'on peut évoluer en marge de ces communautés. Ce n'est pas possible. La Banque mondiale est un partenaire incontournable. Parce qu'on voit souvent dans les discussions sur les réseaux, un peu partout, dire que on peut se retirer, se retirer de toutes ces instances. Je pense qu'il ne faut pas avoir l'illusion d'évoluer en marge de ces institutions-là. Le Mali vit au rythme, n'est-ce pas, de beaucoup d'aides qui nous sont accordées en termes de subventions et de prêts. Effectivement, le duo M5-RFP et le CNSP pourra-t-il résister à ces différentes sanctions? Non, les sanctions, même si un régime normal ne peut pas résister, les sanctions, ça, nous sommes dans l'hypothèse que la constitution du gouvernement va être une sorte de gage pour que la CEDEAO lève les restrictions et que les autres institutions suivent. Sinon, à ce rythme-là, on ne peut pas tenir. Même si c'est un pouvoir normal élu, avec les restrictions, ce n'est pas possible. Sans décaissement de la Banque mondiale, les restrictions, on ne peut pas tenir. Moi, je suis sûr que je suis de bonne foi qu'ils vont reconsidérer leur position. Vous avez parlé tout à l'heure du Premier ministre Choguel. Il n'a pas de baguette magique en réalité. Il peut avoir la bonne foi. Il faut que les choses marchent. Il faut que les gens composent avec lui. Il ne peut pas tout changer tout d'un coup. Malheureusement, les gens s'attendent tout le temps à des changements radicaux et ce n'est pas possible. Et c'est progressif. Une fois que les dossiers les plus importants auront été épuisés et qu'on aura fait des élections, une fois de plus, j'insiste là-dessus, ne nous attendons pas à des élections, comme on le dit chaque fois, libres et transparentes. Et puis, vous avez des zones où on n'a pas accès. Mais comment vous allez faire des élections libres et transparentes? Moi, je crois qu'au nom de la continuité, du principe de continuité de la forme républicaine et démocratique de l'État, on va quand même faire les élections pour revenir à l'ordre constitutionnel normal. Maintenant, vous ferez difficilement des élections transparentes dans un pays où certaines localités sont inaccessibles, où il y a des groupes armés qui détiennent certaines localités qui peuvent faire gagner des candidats s'ils le veulent. Il n'y a pas de représentants de l'État, il n'y a pas... Voilà, donc il faut quand même
quelle que soit à l'échéance du 27 février, à l'échéance de la fin du mois de février, il faut aller aux élections. Fodé reste pessimiste quant à la résistance du M5 RFP et du CNSP face aux différentes sanctions. Êtes-vous optimiste quant à cette résistance? Optimiste, en fait, moi, je suis plutôt prudent. Je suis plutôt prudent avec ces sanctions et aussi la suspension, la levée de ces sanctions-là. Sinon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Mali, c'est quand même un pays planétaire, quoi. J'ai compris finalement que chaque institution ou chaque organisation sous-régionale ou régionale essaie de tirer son épingle du jeu dans notre pays. Sinon, nous avons vu quand même que la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui s'est produite au Tchad, mais le Tchad n'a pas eu le même type de sanctions que nous avons connues. L'Union africaine n'a jamais condamné le Tchad. En tout cas, moi, je n'ai pas vu une sanction contre le Tchad en ce qui concerne l'Union africaine. Donc, c'est pour dire effectivement que nous constituons le maillon faible d'une chaîne que chaque fois que ça se brise chez nous, voilà, chacun essaie vraiment de vomir sur ces pays parce que là, nous n'avons pas vraiment des institutions. Peut-on s'attendre à un bras de fer avec l'Union africaine qui demandait le retour d'un civil au pouvoir? Non, bras de fer, je ne pense pas que bras de fer existe entre le Mali et les autres organisations. Et je pense plutôt que ces institutions ou ces organisations ne prennent pas les élections comme priorité vraiment dans un État en crise. Nous vivons vraiment des crises multiformes. Je pense qu'elles devraient plutôt s'engager vraiment à nous appuyer à gérer ces différentes crises avant de penser à l'élection. Comme Dr Fodé l'a dit, on ne peut pas organiser une élection vraiment crédible, transparente dans un pays qui est occupé quand même, où même la zone qu'on considère comme étant la zone la plus sécurisée aujourd'hui est la plus fragile. Je prends la région de Sikasso aujourd'hui. Donc là, il ne faudra vraiment pas que nous soyons toujours dans une démarche plutôt politique électiviste qui nous demande vraiment d'élire toujours des hommes et avoir des gens civils. C'est bien qu'il faut avoir des civils pour essayer d'apaiser la situation et essayer d'ancrer à la communauté internationale une image un peu espérante, mais cette image ne peut pas toujours continuer toujours à exister parce que la situation sécuritaire que nous vivons ne nous permet pas vraiment de construire un État assez fort qui est capable d'organiser des élections fortes et crédibles. Je pense que ces organisations doivent plutôt accompagner le Mali à d'abord gérer cette crise sécuritaire et ensuite penser vraiment au renouement démocratique qui est aussi important. Voilà. Au regard de ces différentes sanctions contre le Mali, quel avenir pour la gestion de cette transition? Mais écoutez, les sanctions, à mon avis, elles ont été clémentes, parce que si vous vous souvenez des dernières sanctions que nous avons subies de la CEDEAO l'année dernière, en 2020, suite au coup de force du 18 août 2020, il y avait eu en plus des sanctions politiques. Il y avait eu quand même la fermeture des frontières et puis l'interruption des flux financiers. Et cette fois-ci, nous n'avons pas subi de sanctions économiques, mais nous avons subi des sanctions politiques. Donc le retrait, notamment du Mali, des instances de décision de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais je vais dire une chose, sachant raison garder, le Mali a toujours bénéficié de la sympathie de la communauté internationale. Alors qu'est-ce que les autorités doivent faire actuellement pour que ces sanctions-là puissent être relevées? Mais ça a été clairement dit. Il faut que le président de la transition soit... ils n'ont pas demandé que ce soit un civil qui soit à la tête de la transition. Un nouveau président a été assermenté aujourd'hui, investi aujourd'hui. Un premier ministre a été nommé, civil a été nommé aujourd'hui. Maintenant, on attend le gouvernement inclusif. Mais vous savez que 60% de la richesse du Mali provient de nos échanges avec l'extérieur. Les derniers chiffres de la BCEAO, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest que nous avons en 2019, le Mali a acheté à l'extérieur pour 2525 milliards de francs CFA de biens et de services à l'étranger en 2019. Et a vendu à l'étranger 2153,4 milliards de biens et de services à l'étranger. Et la moitié de ces échanges, c'est avec les pays de la CEDEAO, nos voisins. Et nous sommes un pays enclavé. Nous n'avons pas de façade maritime, donc nous dépendons de nos voisins pour l'exportation et l'importation des biens et des services.
Donc nous devons travailler avec ses voisins, non seulement pour résoudre cette crise, mais résoudre la crise sécuritaire, parce que c'est une crise qui ne concerne pas que le Mali, c'est une crise qui concerne l'ensemble des pays de la sous-région. Le président de la transition l'a annoncé, les défis sont immenses, les priorités, les attentes sont nombreuses. Quelles doivent être aujourd'hui les priorités des nouvelles autorités de la transition? Les priorités sont d'abord de résoudre la crise sécuritaire. Et déjà, au niveau de la communauté internationale, nous avons un peu moins de 50 nationalités ici présentes au Mali pour nous aider à conjurer cet épisode un peu difficile. Mais aussi, il y a la crise sanitaire. La crise sanitaire aussi, elle est mondiale. Et cela affecte déjà pleinement l'économie. Et vous savez qu'en 2020, nous avons connu une contraction de l'économie qui a affecté les couches vulnérables. Et vous savez que 80% des emplois dans notre pays sont du secteur informel, des gens qui vivent au jour le jour. Ces personnes sont affectées. Et maintenant, la crise politico-sociale, nous avons les recettes et les dépenses dont je vous ai parlé, nous n'allons pas les atteindre. Les recettes budgétaires, les recettes fiscales sont prévues pour 1860 milliards. Mais combien de jours de grève nous avons connus? En novembre, nous avons connu 3 jours. En décembre, nous avons connu 5 jours. Et en mai, on a connu 5 jours et après, on avait fait 2 jours. Et après, c'est quand la crise a connu son apogée. Donc, il faut que nous nous donnons la main, que nous résolvons ces problèmes. Mais c'est à nous de donner le temps. Pour Modibo Mahoma Kalou, les priorités doivent être la résolution de la crise sécuritaire et sanitaire. Pour vous, quelles doivent être les priorités? Les priorités n'ont pas changé. Même dans la charte, c'est ça. Il faut d'abord résoudre la situation sécuritaire. Tout le problème se résout à ça. D'ailleurs, quand les militaires sont venus, c'était un peu l'argument principal. Donc nous nous attendons à ce qu'il y ait un apaisement de la situation sécuritaire. Et aussi, l'autre priorité, c'est le front social, parce que c'est encore en ébullition. On oublie qu'il y a un front armé qui est contre nous, mais aussi un front social qui est là. Il faut parvenir à contenir ce front social-là à travers un nouveau type de partenariat basé sur la confiance. Donc, la crise sécuritaire, mais aussi le front social, ce sont, à mon avis, les deux qu'il faudrait urgemment. Sinon, tout est prioritaire en réalité. Tout est prioritaire. Pour vous, c'est? Pour moi, c'est aussi ces priorités-là. Mais moi, je mets en avant cette priorité sécuritaire. Il faudra vraiment que la sécurité revienne un peu partout, que les populations rurales soient rassurées vraiment de la présence de l'État. Et aussi, l'autre priorité, c'est vraiment de pouvoir fournir les services sociaux de base qui sont vraiment affectés dans toutes les régions et même à Bamako. Il faudra vraiment que les gens aillent vers ces différentes priorités. J'ai parlé de la sécurité, aussi la fourniture des services sociaux de base, mais aussi il faut vraiment qu'il y ait une priorité politique qui consiste aussi à rapprocher l'État aux administrés. C'est encore important parce que dans la plupart des cas, dans les régions les plus affectées par la crise... selon vous, à tous ces défis sécuritaires? Non, je n'ai pas bien saisi la question, c'est... Comment réussir ces défis? Non, comment réussir? Je crois que c'est l'engagement d'abord... c'est l'engagement des autorités, voilà, qui est fondamental à ce niveau. Si on a un engagement assez fort de l'État, je pense que ça peut résoudre un peu le problème. Engagement, je veux dire ici, il faudra vraiment que les moyens de lutte soient mis vraiment à la disposition de l'armée pour qu'elle puisse faire son travail. Et même si elle doit continuer toujours à collaborer ou bien à coopérer avec les armées étrangères qui sont présentes, il serait mieux quand même que nous comptons d'abord, comme M. Makalou l'a dit, et comme l'a dit aussi M. Dr Fodier. Donc il faudra vraiment que nous comptons sur nos propres forces avant de faire appel aux autres. Et après cela, nous pourrons pencher à rétablir la confiance entre les Maliens et les autorités. C'est vraiment important à ce que cette confiance soit restituée, soit restaurée. Parce que ça permet quand même de calmer un peu le jeu des acteurs et aussi aller vers une réconciliation beaucoup plus durable. Une réconciliation beaucoup plus durable. Le nouveau gouvernement qui doit être mis en place dans les prochains jours doit être quel type de gouvernement? Un gouvernement de consensus, un gouvernement de large ouverture, un gouvernement d'union? Un gouvernement inclusif. Un gouvernement inclusif basé sur le cap
le cap qui a quand même été placé par le chef de l'État de la transition et que le gouvernement doit décliner en programme gouvernemental. Mais surtout ce que je veux dire, tout ce que nous disons par rapport à la crise ne sont que des manifestations des problèmes. Vous êtes optimiste quant à la réussite de cette transition? Tant que nous n'allons pas trouver des remèdes à nos maux, nous n'allons pas pouvoir avancer. Donc il faut absolument que nous améliorons notre gouvernance parce que c'est là le principal problème, c'est là où le bas blesse, c'est ça qui a amené la déliquescence, le délitement et l'affaissement de notre État. Et je pense que c'est là-bas qu'il faut mettre le doigt. C'est sur ces mots que se referme ce débat coordonné par Mouhamadou Touré. Nos invités étaient Fodé Tandjougoura, sociologue, Modibo Mao Makalou, économiste, Dr Yacouba Dogoni, sociologue. À la présentation, je suis Imrana Kiloumaïga, mise en onde Adjaratou Traoré, à la régie vidéo Mamadi Keita. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.